Bienvenue dans ce grand débat sur le thème des aidants, dont les aidés sont essentiellement pour ce soir, ce débat des personnes âgées. Donc, on parle des aidants enfants et des aidants conjoints principalement. L'objectif est de répondre à plusieurs questions, notamment que veulent vraiment les aidants comme service ou comme produit, que devraient-ils avoir, la différence entre ce qu'ils veulent et ce qu'ils devraient avoir, que veulent-ils, quand veulent-ils ces services, à quel moment, est-ce qu'il y a des moments plus opportun pour leur proposer ces services? Quels services refusent-ils? Si oui, pourquoi? Qu'est-ce qui est le plus important pour eux? Nous allons débattre de toutes ces questions avec nos invités. Tout d'abord, Claudie Culac, qui est la fondatrice de la Compagnie des aidants, qui a l'initiative de la caravane Tous aidants, qui est également le réseau d'entraide et la plateforme de formation en ligne. Ensuite, Virginie Guy-Lagoutte, qui est la directrice générale de Ma Boussole Aidant, site internet qui centralise les solutions et l'information au service des aidants. Caroline Faure, la présidente de CIPAD, qui propose une solution numérique dossier social partagé CIPAD. Caroline McNaughton, qui est la présidente et fondatrice de My Timely, une communauté d'entraide, enfin une communauté d'aidants experts et un cabinet de conseil qui porte le même nom. Et enfin, Olivier Lefebvre, qui est directeur du pôle autonomie Nord-Est Essonne et du Nid des aidants. Merci. Bonjour à tous. Bonjour. Je vous propose tout Bonjour. d'abord qu'on donne quelques chiffres sur les aidants pour commencer à le débattre. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui. J'ai Virginie, par exemple. Est-ce que vous avez quelques chiffres à nous donner sur combien il y a d'aidants, qui sont-ils On s'accorde à dire qu'il y a entre 11 à 15 millions d'aidants. Autre chiffre important, que la moitié d'entre eux ignorent le terme aidant et ignorent qu'ils sont aidants, ce qui n'est pas sans poser de sujet quant à leur reconnaissance de leur propre statut et le recours aux dispositifs et aux aides qui s'offrent à eux. Et il y a aussi des chiffres intéressants à considérer sur le nombre d'aidants qui sont en cumul d'activités professionnelles, qui sont dans l'entreprise, puisqu'on parle d'un salarié sur 4. Justement, On peut peut-être rajouter un autre chiffre, si tu me permets. coupez-vous la parole, c'est bien, j'aime bien. Vas-y. 58% de femmes, 64% quand ça devient compliqué. Je pense que ça, il faut aussi le replacer et que 74% d'entre eux se disent stressés, culpabilisés, avec une charge mentale très importante. Au niveau entreprise, Caroline McNaughton, qu'est-ce qu'on peut dire sur les aidants en termes de chiffres? Eh bien, on peut dire que ils sont très peu nombreux, peut-être 2 sur 5 à l'évoquer auprès de leur manager ou de leur employeur. Donc, c'est encore un sujet qui reste tabou, probablement parce qu'ils ont peur, enfin, en tout cas, ce qu'ils nous disent, d'être stigmatisés et peut-être de se tirer une balle dans le pied pour leur carrière. Donc, on voit que le sujet est comme il a été dit, un salarié sur 4 bientôt dans toutes les entreprises françaises, un sujet qui va tous nous concerner probablement plusieurs fois dans nos vies, parfois de manière concomitante. Donc, un sujet qui rentre évidemment dans le monde de l'entreprise. Olivier, j'avais une question sur les aidants. Est-ce que tu vois une différence entre, j'imagine que oui, mais laquelle, entre les aidants dont les parents sont à domicile, donc Oui, les aidants, et puis en EHPAD, peut-être? disons que les aidants qui sont en EHPAD, bon, quelque part, ils ont moins cette charge mentale dans la mesure où tout ce qui va être soins, etc., en fait, c'est délégué à l'établissement. Donc, ils vont plus être, voilà, enfin, ils vont plus être présents pour partager des bons moments au sein de l'établissement, etc. Alors qu'à domicile, on les sent beaucoup plus stressés et, euh, et on sent une charge mentale qui est beaucoup plus intense, en fait. On voit vraiment le parallèle entre l'avant et l'après. Caroline, si pas, tu Ouais, vois. je rejoins ce que dit Olivier, c'est-à-dire qu'à domicile, ce qu'on peut constater souvent, c'est une implication beaucoup plus forte dans les actions de coordination. Du coup, un épuisement beaucoup plus marqué, d'où la question souvent du glissement des rôles, hein. C'est le proche aidant qui se met en position d'être professionnel parmi les professionnels, à essayer de structurer ou d'organiser les passages des professionnels. Donc quelque chose aussi qui n'est pas forcément bien vécu du côté professionnel, d'où souvent une fracture qui peut y avoir dans la communication
de part et d'autre, et un épuisement beaucoup plus marqué parce qu'il y a moins de présence à domicile. Ce que disait un peu Claudie en amont, c'est-à-dire que effectivement, problématique de recrutement, turnover, difficulté à répondre à tous les besoins, coût important aussi des prises en charge, qui font que souvent on va être un peu minimaliste dans l'organisation des aides. Et du coup, des familles qui se retrouvent à être relais et à s'épuiser beaucoup finalement dans cette logique-là. Il y a juste un petit point peut-être sur l'idée aussi il y a plusieurs étapes finalement. On parle beaucoup du parcours de vie, on parlait tout à l'heure du virage domiciliaire. Et finalement, pour l'aidant aussi, il y a des parcours, il y a des étapes dans le parcours. Il y a l'amont, il y a la mise en place des prestations de services, il y a le complément avec le soin, il y a les ruptures, il y a l'après. Enfin, toutes ces étapes-là sont aussi des étapes qui nécessitent un positionnement, qui nécessitent de se repérer, qui nécessite de trouver les bons relais. Et c'est autant de difficultés qui jalonnent finalement la vie de l'aidant dans l'accompagnement de son proche. Si on commence par la première question, que veulent les aidants comme service, et pour rebondir sur ce que Caroline vient de dire, effectivement, moi j'avais différencié, j'avais identifié la période d'organisation, on va dire ça, tout début, ça peut se passer un petit peu différemment, mais l'organisation, et après différents parcours, et après une phase où tout est organisé, mais au bout d'un moment, les dents commencent à fatiguer, je résume un peu ça. Donc, est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Non. Et en fonction de ces différentes étapes, quels sont les services que les aidants veulent, en fait? Pas forcément qu'ils devraient avoir, mais qu'ils veulent. Virginie, et après Claudie. Mais je rejoins, il y a clairement une notion de parcours. En fait, ça commence comment le parcours d'un aidant? Ça commence par un diagnostic. Poser un diagnostic sur une situation de handicap, de dépendance, de maladie. Et ça commence toujours par un moment de déni, de non-acceptation, de refus, tant côté aidant d'ailleurs qu'aidé. Et puis, il y a une progression, il y a souvent une progression de la situation, de la pathologie. Mais à ce moment-là, le plus souvent, le proche aidé est resté chez lui en milieu ordinaire et donc s'organise autour de l'aider progressivement toute une série de services avec l'intervention de professionnels qui viennent, ou pas d'ailleurs, fascinant des tâches du quotidien quand l'aidant l'a accepté, parce que effectivement, on se rejoint tous là autour de la table. À un moment, l'aidant pallie seul à l'ensemble de la réalisation de ces tâches. Il y a un chiffre quand même important, si on veut des chiffres, 7 aidants familiaux sur 10 n'ont recours à aucune aide professionnelle. Donc, c'est la grande majorité des aidants qui pourvoient seuls aux besoins de leurs proches dans tous les domaines de la vie quotidienne et de façon progressive. Donc, c'est comme ça que ça commence. Donc, le parcours domicile est souvent un précédent à une décision à un moment donné dans le parcours de l'établissement spécialisé, mais qui est, et nous on l'entend beaucoup des familles, vu comme une dernière étape qu'on essaye de reculer le plus longtemps possible et pour laquelle on essaye de trouver des alternatives. Et c'est là où en fait ça devient compliqué et un vrai parcours du combattant pour les aidants. Et j'insiste sur le terme parcours du combattant parce qu'ils le disent tous. C'est celui de savoir à qui s'adresser, quelle porte pousser pour avoir recours aux bons professionnels dans des domaines où même ils ignorent que des professionnels existent. Et c'est là où c'est quand même particulièrement singulier, c'est qu'on a un système médico-social qui est tellement complexe, qui est tellement verticalisé, qui est tellement fragmenté, qu'on a des aidants qui passent complètement à côté des services dont ils auraient besoin, mais qu'ils ne connaissent pas. Et qui crée donc un vrai enjeu, ça a été dit tout à l'heure, d'information et d'orientation et de simplification. Parce qu'il y a encore trop de non-recours à l'aide. Oui. Et alors, justement, je te rejoins parfaitement, Virginie. Et moi, Frédéric, j'aimerais bien que ce soit comme tu l'as présenté, c'est-à-dire, allez hop, je structure le truc, c'est bon, j'ai des aides à domicile. J'ai pas dit que c'était simple, hein. J'ai pas dit que c'était simple. J'ai mis un peu de matériel, voilà, c'est bon.
plus tranquille. Toujours qu'il faut une sœur. Il faut toujours qu'il faut une sœur, justement. Ça ne se passe pas comme ça dans la vraie vie parce que quand tu as un parent qui est vraiment perte d'autonomie, tu peux imaginer que ça y est, tu as mis un lit médicalisé, tu as des aides à domicile qui passent, l'infirmière et hop, hop, c'est bon. Non, 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 non. Parce que en fait, c'est une pente glissante, la perte d'autonomie. Et en fait, tu vas devoir rajouter par-ci, par-là des services. Tu vas avoir le parcours de santé qui est complètement modifié, donc avec des allers-retours à l'hôpital, l'hospitalisation en domicile qui se met en place. Et donc, dès que tu rentres dans la grande dépendance de ton parent, là, tu bouscules ce que tu as mis en place presque de semaine en semaine. Je pense que Caroline ne dira pas le contraire parce qu'elle sait très bien à quel point ça devient compliqué pour les aidants. Donc Virginie, tu as dit une chose qui pour moi est très importante, c'est-à-dire que les aidants ne connaissent pas tous les services parce qu'il y a un blocage à l'entrée des agents, on va dire, du médico-social qui ne font pas la promotion de tout ce qui existe dans la silver economy, ce qui est bien dommage parce que, par exemple, avoir une entreprise qui vient chercher le linge souillé à domicile et qui le ramène propre, mais ça, c'est un service dont les aidants ont cruellement besoin, mais ils ne connaissent pas les services qui existent. Et ça, pour moi, c'est dommage et c'est pour ça que je pense que ma boussole aidant peut apporter énormément à l'aidant en termes d'information sur ce qui existe territoire par territoire. En plus, n'oublions pas une chose, puisqu'on parlait de chiffres tout à l'heure, c'est 226 kilomètres qui séparent en moyenne les dents de son proche. Et plus ça va aller, pire ce sera, puisque le coût du logement en zone urbaine devient tellement élevé que nos parents âgés qui ne sont pas propriétaires sont souvent obligés de s'éloigner de leurs aidants. Donc, les aidants ne connaissent pas ce qui existe sur le territoire où sont installés leurs proches. Donc, il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte qui sont très complexes aujourd'hui. Avant ça, il y a même une autre problématique. Je reviens un peu sur ce que Virginie disait tout à l'heure et sur la question que tu posais, Frédéric, un peu en entrée en matière. Quel service ou quel besoin, finalement, à quel moment du parcours? Je pense qu'avant même de rentrer dans le parcours, il y a ce que disait Virginie tout à l'heure, c'est-à-dire la part de déni. Au moment où le diagnostic tombe, alors on peut faire deux grandes familles d'aidants, c'est pas tout à fait, c'est loin d'être le cas, mais globalement, il y a ceux qui vont être capables d'accepter une aide extérieure. Et pour eux, le parcours du combattant, c'est effectivement, comme le dit Claudie, c'est quel service, quel prestataire, quelle solution à ce moment-là. Et puis, il y a tous ceux qui vont être dans soit le déni de la pathologie ou de la problématique, soit dans le refus de l'intrusion par le tiers. Et pour ceux-là qui vont vouloir absolument gérer la situation en totalité, c'est un parcours d'épuisement qui va se placer. Et souvent, peut-être qu'un besoin là qui émerge ces derniers temps et dont on voit certaines initiatives d'ailleurs s'emparer, c'est le besoin du tiers médiateur. C'est celui qui va venir accompagner l'annonce du diagnostic ou l'annonce de la perte d'autonomie, si on veut sortir un peu du côté médical, et peut-être préparer l'aidant et l'aider à accepter qu'un tiers puisse venir en relais, proposer les bonnes solutions au bon moment, expliquer pourquoi il va être important d'équiper le domicile, pourquoi il va être important peut-être de mettre en place une téléassistance, peu importe les solutions qui vont être proposées, mais en tout cas quelqu'un qui va porter la parole et venir un petit peu à l'entre-deux, entre le proche et entre les dents. Et ça, c'est quelque chose qui, finalement, vient en complément de l'accès à l'information et de l'accès aux solutions qui existent. Parce que tous les aidants ne vont pas être prêts à mettre en place les solutions et à faire intervenir les tiers. Est-ce que ça veut dire que les services doivent être différents en fonction de ce que l'aidant est dans le déni ou pas, ou accepter son rôle d'aidant, accepte de l'aide extérieure ou n'accepte pas l'extérieur? Complètement. Je pense que déjà, il n'y a pas un aidant, il y a des aidants.
Ouais, il y a des aidants et chaque aidant va avoir sa problématique selon l'étape dans laquelle il est, selon sa capacité à accepter, selon la violence aussi de l'annonce finalement de la situation, selon la distance. Et je pense qu'il doit y avoir un minimum d'adaptation finalement à la proposition qui est faite à ce moment-là, au tout début, avant même de parler à la prise en charge au long cours. Ouais, en fait, le problème de base, parce que s'il y a un sujet aidant, c'est parce qu'il n'y a pas assez d'accompagnement aux parents aidés. Donc, on a des plans d'aide qui ne sont pas du tout assez musclés, d'accord? Donc, les aidants sont obligés aussi de porter assistance à leurs parents ou une épouse à son mari, un mari à son épouse, etc. Donc, il n'y a pas assez de financement des plans d'aide. Il n'y a pas assez d'aide à domicile non plus. Quand les gens ont des plans d'aide sur certains territoires, ils ne trouvent pas d'aide à la personne. Et croyez-moi, 27 étapes cette année, 27 cris d'alarme sur les territoires parce c'est des métiers en tension, donc on ne trouve pas d'aide à domicile. Et puis des problèmes financiers, parce que ça coûte cher. Ça coûte cher, comme nos parents n'ont pas prévu le coût de leur dépendance, eh bien, on tape dans les économies où c'est les enfants qui financent aussi des heures de service ou des services qu'ils mettent en place pour leurs parents. La question aujourd'hui à se poser, c'est pour aider les aidants, il faut parler dépendance et financement de la dépendance. Caroline McNaughton, les aidants demandent quel service du côté des entreprises? Alors, tout le problème, c'est qu'au départ, ils ne demandent pas vraiment les services. Puisque... Voilà. Et autre question que je voulais poser, est-ce qu'il y a aussi des aidants, est-ce qu'on a même ces différents types d'aidants dans les entreprises, ou est-ce que ce qu'on appelle les aidants dans les entreprises sont ceux qui ont réalisé leur rôle d'aidant? Alors, en fait, en réalité, il y a une énorme communauté qui est silencieuse et cachée dans les entreprises, puisque peu l'évoquent et finalement, ils ne vont l'évoquer que quand ils vont être obligés de prendre un congé, de s'absenter en urgence, voilà, pour assister à des rendez-vous médicaux, voilà, donc toutes les priorités familiales qu'on connaît. Il faut savoir que l'âge moyen d'entrer dans les dents, c'est 36 ans, donc une période où on est en plein milieu de notre, on va dire, plein potentiel professionnel. Donc, voilà, ça a des impacts sur le travail. Et quand Virginie disait, effectivement, il y a énormément de dispositifs, enfin, tout le monde est d'accord sur le fait qu'il y a énormément de choses qui sont offertes, mais finalement, on peut même se demander si trop d'infos ne tue pas l'info, puisqu'ils ne voient pas ces dispositifs. Alors, quand on cumule ce rôle-là avec son travail, sa vie familiale à côté, sa vie sociale, qui est probablement d'ailleurs celle qui ça va être la première chose qu'on va mettre entre parenthèses, hein, sa vie sociale, eh bien, on s'aperçoit, et c'est ce que nous disent les aidants avec lesquels on parle, quand l'entreprise, en fait, libère la parole sur ce sujet. Donc ça, par exemple, on le fait au travers de conférences inspirantes. Mais quand la parole est libérée, on peut commencer à dialoguer, on peut faire remonter les besoins de la part des aidants dans les entreprises et on s'aperçoit que ils ont besoin qu'on leur tienne la main et qu'on les guide dans ce magma de dispositifs dans tous les sens. Alors, évidemment, on va utiliser ma boussole aidant, par exemple, ou d'autres dispositifs. Et en fonction de leur situation particulière, parce qu'on l'a bien dit, il y a des aidants, chacun a des besoins singuliers, on n'a pas tous besoin de la même chose. Il y en a qui vont avoir des problèmes relationnels dans leur famille, d'autres qui vont se demander comment évoquer la question avec leur manager, d'autres quelles sont les aides financières auxquelles on va avoir droit dans notre situation. Eh bien, en fonction de ces besoins-là, on leur apporte une réponse qui est adaptée. Voilà. Et nous, tout ça, ça fonctionne. Pourquoi est-ce qu'on passe par les entreprises? Et là, je rebondis sur ce qu'a dit Claudie, c'est que pour nous, les entreprises, elles ont un rôle énorme à jouer, et notamment de financer ces services d'accompagnement de leurs collaborateurs, parce que déjà, si ça concerne un salarié sur 4, c'est impossible que l'entreprise ne se préoccupe pas du bien-être de 25% de ses effectifs. Ensuite, ça relève clairement
de sa responsabilité sociale et sociétale face à l'enjeu du vieillissement. Et puis, c'est quand même dans son intérêt parce que quand on évoque plus facilement notre rôle d'aidant, on rentre dans une relation quand même plus authentique sur notre lieu de travail. Et tout ça, c'est une culture, on le sait bien, l'authenticité, la sincérité, la confiance des aidants qui travaillent envers leur entreprise, ça a des effets positifs sur la fameuse performance des entreprises. C'est pour ça que nous, on fait jouer le rôle de l'entreprise et après, on intervient avec des pairs parce que comme Claudie le fait, la compagnie des aidants, accompagner des aidants quand on est nous-mêmes passés par ce parcours du combattant, ça nous permet d'aller très vite au cœur des problèmes. Parce qu'il y a des choses qu'on n'a pas besoin de se dire. On a des ressentis qui sont similaires dans les ressentis les plus tabous, de culpabilité, de honte, etc. Et donc, comme on va plus vite dans le cœur des problèmes, on peut aller très, très vite aussi trouver les solutions. Côté entreprise, est-ce qu'on peut citer, d'après ce que vous avez noté, les 3 principaux services que les aidants demandent en tant qu'aidants salariés pour vous? Care management, donc ça, c'est un accompagnement pour identifier les aides, les services à la personne, toute la mise en place des dispositifs du quotidien autour de leurs proches aidés, des coachings individuels ou collectifs entre pairs pour répondre aux problèmes qu'on se pose, que ce soit sur des problématiques organisationnelles, relationnelles. Le lien avec les autres. Et puis des formations. Alors nous, ce qu'on fait beaucoup depuis 4 ans, et d'ailleurs c'est un peu c'est comme ça qu'on a commencé, ce sont des formations pour alléger leur surcharge cognitive. Ce stress chronique qu'on a de tout le temps être par monts et par vaux, de devoir résoudre des problèmes complexes, de passer du choc de l'annonce du diagnostic à la mise en place d'une organisation qui, comme l'a dit Claudie, va forcément évoluer parce que l'état de notre proche va pas s'améliorer. Donc, on est sans arrêt en capacité d'adaptation mise à l'épreuve, ce qui va d'ailleurs permettre aux aidants d'acquérir des compétences et on leur apprend aussi à les valoriser parce qu'il faut prendre conscience de ces compétences. Donc voilà, c'est tout cet accompagnement-là qu'il faut leur apporter et sur lequel aujourd'hui on a une bonne demande. Olivier, est-ce que tu peux représenter peut-être le nid des aidants et puis la question, quels sont les services les plus demandés via ta structure, que les aidants le demandent le plus via ta structure? Oui, alors sur le nid des aidants, donc et plus largement sur le pôle autonomie, en fait, on propose un double accompagnement systématique lors de l'évaluation pour le couple aidant-aidé. Donc, on construit un projet d'accompagnement pour le couple, en fait, et on va pouvoir accompagner l'aidant sur la connaissance des dispositifs existants, sur le montage de dossiers d'aide financière, sur la mise en place d'aide à domicile, l'adaptation du domicile. Enfin, c'est une évaluation à 360 degrés. Et ensuite, pour simplifier les choses, parce que on parle beaucoup d'approche domiciliaire et de la complexité des offres de services. Donc, nous, on propose un guichet unique qui va pouvoir accompagner l'aidant et l'aidé sur l'intégralité du parcours avant l'arrivée en établissement. Donc, on a des care managers, justement, qui ont des formations sociales qui vont faire cette première évaluation et ensuite elles vont s'appuyer sur les expertises du pôle, puisqu'on possède des médecins, des thérapeutes, des assistants de soins en gérontologie et des assistantes sociales. Et on va pouvoir proposer du soutien psychologique, des activités de répit, des voyages aussi pour l'aidant et l'aidé. Enfin, voilà, il y a tout un panel d'offres de services qui est destiné à la fois à l'aidant et l'aidé. Bon. Maintenant, je pense qu'aujourd'hui, nous, le pôle autonomie qu'on a construit s'appuie sur des financements déjà existants, puisqu'en fait, on a mis ensemble des financements de clics, de plateformes de répit, de services de soins renforcés. Donc, maintenant, on travaille avec une vision qui est complètement décloisonnée et ça permet de pouvoir proposer un parcours intégré et proposer aussi quelque chose qui est beaucoup plus simple et lisible pour les aidants, justement. Et dans tous les services que tu proposes, je reposais ma question, quels sont ceux que eux demandent et quels sont ceux que eux refusent?
Ce qui est le plus demandé par les aidants, c'est l'accompagnement social, le soutien psychologique et puis les activités de répit. On propose des activités bien-être, des sorties au restaurant, des groupes d'échange entre aidants. Voilà. Et après, ce qui est le plus refusé, c'est l'accompagnement par des psychologues. Il Est-ce n'y a qu'il y que a des, 30% qui acceptent. avant de donner la parole à Claudie, et puis on fera tour de table, juste Olivier, si on enchaîne sur la question suivante, est-ce qu'il y a des moments où c'est plus facile de proposer des solutions? Donc, après, je vous donnerai un exemple que j'ai en tête. Est-ce qu'il y a des moments dans le parcours de l'aidant ou des situations où c'est à ce moment-là qu'il faut proposer les services? C'est beaucoup plus simple pour qu'il accepte, en fait, pour son bien-être, ces services. Alors, c'est vrai qu'au départ, des fois, il peut y avoir des refus dans un premier temps, mais disons que les moments un peu charnières, c'est lorsque l'aidant est confronté à une surcharge de travail et de stress par rapport à l'accompagnement de son aidé, ou lorsque la personne de son aidé se détériore voilà, de manière plus significative. Voilà, ou sinon, quand ils se sont vraiment dépassés par la situation au sens large dans l'accompagnement de son aidé, quand la charge mentale est trop importante, en fait. Virginie, après, Oui, mais moi je rejoins tout à fait ce que disait Claudie tout à l'heure. Les parcours sont loin d'être linéaires et en fait sont jalonnés de moments clés, de moments où les situations vont malheureusement se dégrader. Et c'est à ces moments-là que les aidants ont des besoins les plus importants parce que, en fait, du fait du déni, ils n'anticipent pas une dégradation de la situation. En tout cas, ils ne l'anticipent pas sous l'angle des besoins à venir. Et donc, à ces moments charnières, ils sont vraiment cruellement en besoin d'appui et d'accompagnement pour être aiguillés sur la projection de ce que ça va vouloir dire en termes de solutions et d'aides supplémentaires à activer. Et c'est là, en fait, où ils ont besoin de professionnels qualifiés, formés, qui vont les informer, les orienter, tout en ayant, bien sûr, ce point de vigilance en tête. Certes, des dispositifs existent, mais souvent la complexité d'accès à ces dispositifs et leur prix restent encore des freins au recours. Donc ça, j'insiste aussi là-dessus. Si je provoque un peu, si je provoque un peu, à vous écouter, il faut que les dents soient rentrées dans vos services, en fait, soient en contact avec vous. Et là où c'est quand même le meilleur moment, c'est là où il est en contact avec vous, mais la charge augmente, et c'est à ce moment-là, en fait, que c'est peut-être le plus facile de proposer un service. Mais Frédéric, je vais prendre un exemple. Les solutions de répit, on en parle tous depuis des années. On le dit qu'il y a un droit au répit depuis la loi de 2015. Mais le répit, bon sang de bois, les aidants n'y recourent alors peu, à pas, et en tout cas bien trop tardivement. Et donc ça, on est bien dans vraiment l'analyse symptomatique c'est vraiment en dernier recours, quand on n'en peut plus, quand on est épuisé, et donc qu'on est allé loin dans son parcours d'aidant, qu'on finit par accepter des dispositifs qui sont dédiés. Après, moi, je voudrais témoigner de quelque chose d'un peu différent parce qu'en fait, moi, j'ai une posture. Alors, j'ai travaillé en lien avec les aidants en début de carrière. Moi, j'ai bossé à l'hôpital pendant très longtemps. Donc, les annonces diagnostiques, tout ça, je sais à peu près comment ça peut être vécu. J'ai travaillé, donc je suis dirigeante d'un service d'aide et d'accompagnement à domicile encore aujourd'hui, donc j'ai toute la problématique de terrain qu'on connaît. Hein. Et là, j'ai un autre regard aujourd'hui avec la partie numérique. Sur CIPAD, donc nous, CIPAD, on a un dossier social partagé avec un cahier de liaison et on met en relation l'ensemble des professionnels en partant du service d'aide à domicile pendant tout le parcours de vie de la personne jusqu'à éventuellement son placement en établissement en bout de parcours. Et nous, ce qu'on constate, là, à peu près, on doit avoir aujourd'hui à peu près 20 000 bénéficiaires qui sont accompagnés au quotidien avec notre solution pour
environ la moitié d'aidants qui se connectent quotidiennement pour venir chercher de l'information et suivre un petit peu ce qui se passe à domicile. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que ces proches aidants-là, ce n'est pas forcément les mêmes que vous avez. C'est-à-dire que certains vont être utilisateurs de solutions d'accompagnement telles que ça peut être proposé, mais d'autres passent complètement au travers des radars, ne sont repérés, identifiés par personne. Et nous, ce qu'on note finalement dans le retour d'usage de solutions numériques comme la nôtre, c'est que finalement, le fait d'être aussi participant du réseau de soins et du réseau de services, d'avoir les remontées d'informations en temps réel sur justement un nouveau besoin qui émerge avec la solution qui va être proposée par les professionnels, c'est d'abord une mise en lumière de l'ensemble des dispositifs qui peuvent exister. Ça joue le rôle finalement d'intermédiation parce que comme c'est du numérique, on est moins dans une relation directe. Du coup, ça laisse le temps de la distance, ça laisse le temps du retour avec les professionnels, on peut en discuter. Le bénéficiaire va être associé à ce qui va être proposé. Et du coup, nous, le retour qui nous a été fait par les équipes qui utilisent la solution, c'est que finalement, il y a beaucoup plus de facilité à travailler avec les aidants sur l'étape suivante, qu'est-ce qu'on va mettre en place comme dispositif, que ce soit des aides techniques, des dispositifs médicaux ou des prestations d'aide humaine, parce que justement, il y a eu cette première remontée d'informations, cette première prise de conscience que finalement, on était peut-être dans l'étape d'après et que les choses arrivent avec les solutions proposées en parallèle. Et finalement, c'est intéressant aussi de voir comment, alors le numérique, c'est pas tout, hein, ça n'est qu'une brique finalement parmi l'ensemble des solutions qu'on peut proposer, mais de voir à quel point la mise en lumière finalement des remontées d'informations des professionnels ou de l'identification de l'étape dans laquelle on se situe à présent peut aider aussi le proche à prendre conscience que la situation évolue, à prendre conscience aussi des possibilités finalement qui s'offrent à lui à ce moment-là, et ça facilite le recours à ces aides complémentaires. Donc ça, c'est intéressant parce que ce n'est pas forcément les mêmes personnes. Pour le coup, nous, on a beaucoup de reviens à toi parce que j'ai une question de mon fil pour toi après, Caroline. Claudie. Alors, Claudie, elle voudrait réagir à plein de petites choses. Du coup, Claudie fait. D'abord, c'est très intéressant parce que chacun a une brique qui complète. En fait, et donc, je voudrais revenir sur le sujet des entreprises. Donc, en fait, les salariés, ce qu'ils veulent, c'est aussi de la flexibilité. Ils veulent un congé de proche aidant mieux indemnisé. Ça, c'est le côté politique de Claudie Culac. Il faut rappeler une chose, c'est que les GPS, les groupes de protection sociale, ont mis en place un tas de services dans leur contrat et malheureusement, ça n'arrive pas aux oreilles du salarié. Donc ça, c'est un vrai sujet RH. Comment ils comprennent ce qu'il y a dans les contrats et comment ils le portent jusqu'aux salariés pour qu'ils soient informés. Enfin, pour réagir à d'autres points, tu avais dit un truc, tu as dit à quel moment, quel service, etc. Je dirais en amont, si tu veux, il faut que les dents et les informations de ma boussole aidant, du répit des uns et des autres, un peu, si tu veux, un livre blanc. Voilà, vous êtes aidant, voilà les choses que vous devez savoir, voilà les solutions qui existent, les informations où vous pouvez les trouver, les personnes ressources sur votre territoire. Okay. Et puis après, chaque situation de binôme aidant-aidé est différente. Donc, on ne peut pas dire, voilà, on va faire pour tout le monde la même chose. Et ce qui est important, c'est l'âge de l'aidant. Parce que si c'est un couple où madame, elle a 80 balais et monsieur est Alzheimer, on ne va pas mettre en place les mêmes choses. On va faire recours, on va appeler Olivier, on va mettre un peu de répit, enfin, tu vois, des choses comme ça. Donc, on ne peut pas dire la solution pour le binôme aidant-aidé, c'est celle-là. Parce que chaque situation est différente et il faut faire un diagnostic de l'âge de l'aidant. J'ai noté, je note le message. Caroline McNaughton, est-ce qu'il y a des services qui sont refusés par les aidants qui sont en entreprise? Non, enfin, ça dépend. Il y en a autant qui sont demandés qu'autant qui sont refusés. À la limite, ça dépend de la problématique. Donc, quelqu'un qui, il faut quand même pas oublier de dire qu'il y a des aidants qui arrivent à concilier leur rôle d'aidant avec leurs différents temps de vie. Ma question, c'est est-ce qu'il y a des services qui pourraient être refusés parce qu'ils ne veulent pas être perçus comme étant dans leur entreprise? Ah oui, alors ça oui.
Oui, c'est bien ça le problème. Et je pense que derrière ça, il y a un problème sous-jacent qui est le problème de la reconnaissance des aidants. Ils ont besoin d'être reconnus parce que c'est comme ça qu'ils vont eux-mêmes se reconnaître comme aidants, et ainsi faire appel à ces dispositifs. Ce qui est frappant, c'est que toutes les entreprises nous disent on a mis en place un dispositif interne ou via la mutuelle, mais le recours est sous-activé, on ne comprend pas, etc. Donc, il y a deux sujets, deux raisons derrière tout ça. La méconnaissance sur les dispositifs, tout à fait. Et puis derrière, il y a le problème de je fais appel au dispositif, je lève la main, je dis coucou, je suis aidant. Et là, le problème, c'est que je ne suis plus reconnue dans ma qualité. Plus de formation, c'est fini. Voilà, plus de formation, plus d'avancement, plus de promotion. Enfin, en tout cas, c'est le risque que eux perçoivent à se révéler. Donc, il faut travailler sur l'intégration de ce temps de vie dans les parcours professionnels pour vraiment, alors c'est vraiment matraquer, communiquer sur le fait qu'on est sur un temps de vie universel qui va tous nous concerner, que c'est absolument normal. Il faut le normaliser, il faut les reconnaître et il ne faut pas stigmatiser ce statut d'aidant. Et j'entends beaucoup d'entreprises qui nous disent on ne comprend pas, on a fait un appel aux dons à congé. Alors, fantastique, la campagne a merveilleusement bien marché et maintenant, on a une banque de dons qui déborde, qui n'est pas activée, donc on ne sait plus quoi en faire de ces dons de jours de congé. Et les politiques nous disent aussi que le congé de proche aidant, qu'on sait être peu, d'ailleurs, insuffisamment indemnisé, et puis sur une période, 3 mois sur toute la carrière, quand on est parent d'un enfant en situation de handicap, ça ne marche pas, eh bien, ces dispositifs sont aussi très, très peu activés. Et probablement que la complexité derrière toute la paperasse aussi doit jouer. Donc, il y a un ensemble de choses à faire pour les reconnaître, faciliter leur rôle et leur permettre, et là j'insiste énormément dessus parce que c'est très en lien avec l'aspect financier, leur permettre de continuer leur activité professionnelle parce que le travail, c'est pas qu'un temps de répit où là on est reconnu dans un rôle autre que notre rôle d'aidant et de lien social, mais ce sont les ressources financières dont on a absolument besoin puisqu'on va être amené probablement à mettre la main au portefeuille pour contribuer au service d'aide autour de notre proche qui en a besoin. Et des cotisations retraite. Et les cotisations retraite. Frédéric. Comment ? La retraite, si les aidants arrêtent de travailler, ils ne cotisent plus pour leur retraite future. Donc là, on nous dit qu'il faut bosser plus longtemps, mais avec des parents vieillissants. Donc on va faire comment ? D'accord, c'est impossible. 71 ans, retraite à 71 ans. Je suis libre, ça va péter. Donc, donc vous le voyez bien, aujourd'hui, on est tous en télétravail et ça pète. Caroline, je voudrais juste continuer, parce que si je comprends bien votre vision, c'est plutôt dans l'entreprise, c'est plutôt de dire, voilà, il faut convaincre les entreprises, convaincre que les aidants, j'allais dire, tel que j'ai compris, je vais schématiser, c'est normal, c'est une période, machin, etc. Alors que la solution pourrait être de dire, voilà, on développe des solutions dans les entreprises que les aidants peuvent déclencher de manière anonyme. Moi, je ne crois pas à ça. Je crois qu'aujourd'hui, la parentalité… Non, mais on parle de la parentalité. Aujourd'hui, l'entreprise, elle est tout à fait capable de célébrer tous les temps de vie de la parentalité. On célèbre la naissance, le mariage. On accompagne les collaborateurs dans ces différents temps de vie. Il y a des congés qui sont pris, c'est totalement normal, un congé paternité, un congé maternité aujourd'hui dans la plupart des entreprises. Je pense que ce temps de vie qui va tous nous concerner, on n'est pas tous amenés à avoir des enfants, mais enfin, on a tous des parents, ils vont tous vieillir, c'est une vérité universelle. Donc, je pense que ce temps de vie-là, il doit être intégré dans le parcours professionnel. Ne cachons pas, justement, ne laissons pas il faut rendre cette communauté visible, puisqu'aujourd'hui elle se tait, il faut la rendre visible, et puis de là, les dispositifs seront activés, puisque si je suis en confiance, si je suis dans un environnement de travail qui est à la fois protecteur, flexible, comme l'a dit Claudie, et qui me stimule, c'est-à-dire que je peux continuer à avoir des ambitions professionnelles, voilà, j'arriverai à concilier mon rôle d'aidant et ma vie. Caroline, des malades ou des épouses malades qui font accompagner aussi. Hein. Oui. Caroline, CIPAD. Est-ce que, en fait, je voudrais quand même que tu nous expliques quand ton dossier social partagé est mis en place, c'est que la personne âgée a un service d'aide à domicile, si je comprends bien. Donc, l'aidant, il est aidant d'une personne âgée qui est dans un service d'aide à domicile.
Est-ce que ça, cette vision est juste? Alors, oui, on intervient alors sur des personnes vieillissantes, sur les personnes en situation de handicap et de tous les âges, puisque dans les services à la personne, on va prendre en charge toute situation finalement où il y a un besoin d'accompagnement en aide humaine. Et a priori, le proche aidant, ça va être soit le conjoint dans certaines situations, soit l'enfant. Soit parfois le parent, quand on est dans la situation inverse avec des enfants en situation de handicap ou des jeunes avec des situations problématiques diverses. Et du coup, là, l'idée, c'était vraiment de se dire qu'une des grosses problématiques de l'aidant dans ce genre de parcours, donc là, on est au début d'une prise en charge ou en tout cas d'une intervention spécifique, on continue à courir après l'information. Et Alors, finalement, nous, notre... Oui, vas-y. mais je vais quand même poursuivre mon idée avant que vas-y. mon fil. C'est-à-dire, est-ce que dans cette situation, l'aidant est plus conscient qu'il est aidant? Et est-ce qu'en fait, le fait qu'il soit connecté à ton système et qu'il voit les interventions des autres professionnels, est-ce que ça lui apprend pas plus ce qui existe? Et après, si c'est oui, si c'est non, quels services sont plus? Est-ce que c'est plus facile avec ton système de lui proposer les services de bon moment? Alors, disons qu'il y a plusieurs choses. Il y a effectivement, déjà, nous, quand on met en place le système, on n'a pas forcément les aidants. C'est-à-dire qu'il y a les aidants impliqués, puis les aidants non impliqués, ou qui vont être aidants de façon très ponctuelle ou à distance ou uniquement financièrement. Enfin, il y a plein de façons d'être aidant, avec des charges forcément mentales et familiales différentes en fonction. Mais à partir du moment où on a un aidant qui s'implique et qui vient effectivement régulièrement chercher de l'information sur l'application, ça veut dire que c'est un aidant qui s'implique dans le quotidien de son proche et qui vient chercher de l'information. Et le premier niveau d'information, c'est tout bête, c'est déjà est-ce que l'auxiliaire est passé? Est-ce que les médicaments ont été pris? Est-ce que l'infirmière est passée? Est-ce que le portage de repas a bien délivré le repas? Est-ce que papa, maman a bien mangé? Enfin voilà, on est vraiment sur un premier niveau d'information qui est crucial parce que c'est aussi ce qui garantit finalement la confiance entre l'aidant et le professionnel qui intervient. Et nous, quand on a commencé à travailler, on a fait pas mal d'expérimentations, notamment dans les Hauts-de-Seine. Finalement, quand on interviewait les proches aidants sur ce que l'application leur avait apporté, le premier discours qu'on avait, le premier niveau de retour, c'était ça m'a permis de regagner confiance dans les professionnels qui interviennent. C'est-à-dire qu'il y avait toujours une inquiétude de est-ce qu'on est bien passé, est-ce que ça a bien fait est-ce qu'on a bien fait ce qui devait être fait. On avait un contact entre l'aidant et le proche qui était plutôt un contact un peu inquisiteur au téléphone. Est-ce que l'auxiliaire est bien passé? Était sûr? Et tu as bien pris tes médicaments? Donc, une relation finalement assez crispée autour de ces interventions professionnelles, mais aussi chargée de culpabilité. Quand on se délègue à des professionnels une partie de ce qu'on pourrait faire, alors ce qu'on pourrait, c'est un grand mot, souvent on le vit pas forcément très bien, on se sent coupable, on a le sentiment de ne pas en faire assez, donc du coup le professionnel, on le charge aussi d'une responsabilité particulière. Et finalement, déjà, l'accès à l'information dans le suivi quotidien, ça permet de repositionner finalement l'aidant dans un rôle familial qui va être beaucoup plus facile et facilité avec son parent. Et puis, ça donne de la confiance dans la relation au professionnel. Donc, ça c'est la première chose vraiment qu'on constate, nous, au quotidien. Et ensuite, le deuxième effet que peut avoir ce type de solution sur l'aidant quand il est impliqué, c'est effectivement l'accès à l'information. C'est vu qu'on est sur une logique de réseau coordonné, on va retrouver sur l'application à la fois le service à domicile, le portage de repas, la téléassistance, les soignants. Et le fait d'avoir déjà cette pluralité de professionnels proposés sur un territoire, ça crée un premier lien facilité pour trouver un passage de coiffeur à domicile ou mettre en place une infirmière à domicile, puisqu'on a déjà les coordonnées des professionnels du territoire. Et vu que l'outil permet aussi de tracer et de relayer finalement les nouveaux besoins qui émergent, on va pouvoir faire prendre conscience aussi aux proches que là, peut-être qu'il faut commencer à penser à mettre un siège pivotant. C'est là que je voulais en venir. Moi, je voyais ton système comme une sorte d'éducation, entre guillemets. Il y a clairement de ça. Et du coup, c'est une prise de conscience que les dispositifs existent, une prise de conscience que finalement,
Si le professionnel relaie le besoin, c'est que le besoin est peut-être réel, c'est que c'est peut-être le bon moment. Du coup, on va pouvoir reprendre les choses en pédagogie avec le proche à partir de là. Et finalement, l'outil joue un peu le rôle de tiers médiateur, ce qu'on disait tout à l'heure. Moi, je trouve qu'effectivement, de plus en plus, il y a besoin à la fois d'associations de proximité en entreprise ou dans d'autres lieux. Le care manager a une position très importante aussi parce que finalement, pour certaines familles, ça va être un vrai facilitateur et un vrai relais. Et après, une fois qu'on a mis en place les dispositifs, en fait, ce que demandent les aidants majoritairement, surtout quand il y a, comme Claudie le disait, plus de 250 km de distance entre l'aidant et le proche, c'est de l'information. C'est ne serait-ce que d'accéder à l'information. Ça, c'est énorme en termes de respiration, c'est j'ai l'info, je suis allée voir, elle a bien mangé, elle a bien. Si je l'appelle ce soir, c'est simplement pour papoter de ce qui passe à la télé ce soir. Voilà, on sort de la logistique du quotidien, ce qui est épuisant et ce qui est stressant, et on peut être dans une relation retrouvée avec son parent. D'accord. Virginie, sur le site Ma Boussole Aidant, tout à l'heure, si j'ai bien retenu, bien, on va tout de suite voir ça tout de suite. Olivier disait que les services le moins demandés chez lui, c'était par exemple l'aide psychologique. Sur le site Ma Boussole Aidant, quels sont les services les moins, je sais pas, on dit lus, vus, demandés, comment on dit, je sais pas. Ouais, c'est très intéressant comme poursuite d'échange en complément de ce qui vient d'être dit. Euh, les aidants qui viennent sur notre plateforme, lorsque c'est leur première visite, vont faire des recherches d'informations sur des solutions pour prendre soin de leurs proches. Donc, ils ne viennent pas pour eux-mêmes, c'est ça qui est important. Et ils vont chercher, comme ça vient d'être dit, des solutions dans le domaine de l'aide à domicile. Et ils vont progressivement identifier qu'il existe autre chose que l'aide et le soin à domicile. Ils vont s'apercevoir qu'il existe des solutions de mobilité, de vie sociale, de loisirs pour leurs proches. Donc ça, c'est le début. Ça, c'est La découverte. la première étape. Et là, ils passent complètement à côté, par déni, de ce qui va être hyper important pour eux, un petit peu plus tard dans le parcours, c'est le besoin de soutien, d'entraide, de formation pour eux-mêmes. Et on le constate vraiment dans les comportements d'usage. En première intention, mon proche, refus de se considérer en tant qu'aidant comme ayant des besoins. Et ça, c'est symptomatique. Et donc, nous, tout notre enjeu sur Ma Boussole Aidant, ça va être de tirer le fil pédagogique de attention, en tant qu'aidant, prenez soin de vous. Il existe des formations de la compagnie des aidants pour vous familiariser avec les gestes de la vie quotidienne et de l'aidance. Il existe des communautés d'entraide. Allez-y, ce sont d'autres ressources immatérielles. Ça, vous voyez, ce sont naturellement des services vers lesquels les aidants ne vont pas et sur lesquels il y a vraiment un enjeu collectif à venir en questionnement de la nécessité qu'ils auraient de prendre soin d'eux. C'est ça l'enjeu collectif qu'on a, de filer cette pédagogie. Claudie, et après j'aurai une question pour Olivier. Alors, tu vois, tu posais une question tout à l'heure, quels sont les besoins des aidants? Ça, on a posé cette question à des milliers d'aidants, on s'est rendu compte qu'ils avaient besoin d'informations, de formation et de pérésidence. C'est bien pour ça qu'avec Ma Boussole, on s'est rapprochés en se disant, entre Ma Boussole et la compagnie des aidants, on a l'offre complète. Et nous, qu'est-ce qu'on constate avec notre réseau d'entraide? C'est qu'en fait, les aidants sont crédibles auprès des autres aidants parce que comme tu es passé par là, tu ne vas pas être jugé, tu vois. On ne va pas te dire que ce que tu as fait est bien ou pas bien. On va te dire, écoute, voilà, moi j'ai mis ça en place, ça peut t'aider. Et puis du coup, tu vas découvrir en tant qu'aidant que tu n'as pas du tout pensé à 360 degrés. Tu vois, tu as pensé, comme le dit Virginie, peut-être juste au service à la personne, alors que tu aurais pu mettre aussi des plateaux repas et aller chez Olivier faire un peu de lien social ou avoir un temps de répit. Donc, la pérédance, elle est essentielle parce que le site d'information, tu vas chercher des infos, mais tu ne vas pas forcément savoir quoi chercher, alors que la pérédance, entre aidants, tu vas te donner les bons tuyaux et du coup, tu vas retourner sur la plateforme et tu vas retrouver les infos dont tu as besoin. Olivier, toi, en fait, avec le Nid des aidants, vous êtes au contact des aidants et des personnes. Oui. La question, elle amène un peu
un peu générique, mais qu'est-ce qui est le plus important et donc, comment est-ce qu'il faut leur présenter un service avec ton recul? Quand tu es en contact avec eux, on présente comment un service à des aidants? Un service d'accompagnement, en fait, nous, on propose un accompagnement global. Donc, en fait, on va déjà faire une première évaluation des besoins de l'aidant. Et en fonction des besoins qu'on aura identifiés spécifiquement par rapport à l'aidant, voilà, on va proposer une palette de services qui va nous sembler être adaptée à ses besoins. Et en fait, dans le plan d'accompagnement qu'on complète lors de l'évaluation, voilà, on va énumérer un peu notre palette de services et puis en fonction de ces réponses, on va adapter les solutions de répit qu'on va lui proposer en fait. Mais les solutions qui sont présentées, voilà ce qu'il vous faut, voilà ce qu'il vous faudrait. Non, on va les orienter en fonction des besoins identifiés. Comme il était évoqué tout à l'heure, en fait, chaque situation est différente en fonction du contexte familial, de la problématique, pathologie, etc., etc. Donc, il n'y a pas de solution adaptée à chaque personne. C'est des solutions un peu clés en main. Donc, on essaye de pouvoir voilà, s'adapter en fonction des besoins et des ressources qu'on a dans notre pôle voilà, sur des choses qui nous paraissent les plus adaptées. Donc, après, comment on les présente, ben, voilà, on essaye d'être dans une forme de bienveillance et il faut qu'il y ait aussi l'acceptation qui n'est pas toujours évidente sur un premier rendez-vous. Au début, on va essayer d'être un peu plus sur l'aider et puis progressivement, on va essayer d'amener l'aidant vers la prise de conscience que lui aussi peut et a besoin d'être accompagné et a besoin aussi de temps pour lui-même. Est-ce qu'il y a une phase de déculpabilisation? Enfin, j'ai plein de questions, on va pas tous les faire, mais est-ce qu'il y a un besoin pour le salarié de déculpabiliser les dents, enfin, ce travail d'accompagnement à la, entre guillemets, coaching, à l'acceptation, à la reconnaissance que… Oui, enfin, ça se fait sur plusieurs entretiens et progressivement avec nos thérapeutes, etc., on arrive à leur faire lâcher prise. Et puis ensuite, une fois qu'on est dans la forme d'acceptation, on va pouvoir aussi les faire venir sur des groupes d'échange avec justement d'autres aidants, sur de l'information, etc. Et on va pouvoir les faire avancer dans leur parcours d'aidant. On arrive à la fin de l'émission. Qui veut faire la conclusion? On a eu des 55 minutes pour une fois que c'est une émission qui tient le temps imparti. Qui veut faire la conclusion? Virginie? Une conclusion à l'émission, Virginie? Sur cette question, qu'est-ce qui est le plus important pour les aidants, qui est une question conclusive, on pourra dire que le plus important, c'est leurs proches, le bien-être de leurs proches, avec des relations d'aide humanisées qui s'inscrivent dans la durée et que ça ne soit pas le parcours du combattant, qu'ils puissent vivre dans la simplicité ce parcours d'aidance. Super, merci Caroline, Claudie, Virginie et Olivier. Merci beaucoup. Merci à tous. Bonne soirée. Bonne soirée.